Freedom Africa TV, le réveil de l'Afrique. Le réveil panafricain, édition du 12 mai 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Freedom Africa Télévision. Au cœur de cette émission, trois principales thématiques. Nous aurons du côté de la République centrafricaine pour démarrer cette émission. Nous reviendrons bien évidemment sur la réinsertion de 100 ex-combattants qui ont fait un choix fort, celui de déposer les armes dans le processus de désarmement et réinsertion, et ce, avec l'appui d'un partenaire stratégique. On parle bien évidemment de la Fédération de Russie. Un choix osé pour une paix durable de ce côté. On en parle dans quelques instants. Et puis nous reviendrons sur le sommet Afrique-France, rebaptisé le sommet Afrique Forward. Un sommet durant lequel le président français Emmanuel Macron a brillé par une sortie polémique, une déclaration qui fait réagir. Il revendique pleinement une position ou encore une casquette de panafricaniste dans un contexte où le panafricanisme est parfois synonyme de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis des logiques impérialistes extérieures. Peut-il prétendre réellement être panafricaniste dans un contexte également où le débat se pose de plus en plus autour, bien évidemment, du franc CFA, de l'influence française, de la présence militaire française sur le continent africain? Peut-on se dire panafricaniste dans un tel contexte et qui définit aujourd'hui ce que signifie vraiment ce mot? On en parle dans quelques instants. Nous reviendrons sur ce choix, celui du Kenya, car pour la toute première fois, le sommet France-Afrique se tient non seulement sur le continent africain, mais également dans un pays anglophone. Alors, pourquoi ce choix stratégique de la part de Paris quand on sait que ces dernières années, la France se rapproche particulièrement des pays de l'Afrique francophone, le Nigeria, du président Bola Ahmed Tinubu en sait quelque chose. Bonsoir à tous et installez-vous confortablement. Freedom Africa TV, le réveil de l'Afrique. De retour donc sur le plateau de Freedom Africa Télévision. Je vous le disais, nous aurons l'occasion de parcourir plusieurs actualités du continent africain, particulièrement le sommet France-Afrique Afrique Forward qui s'est achevé ce 12 mai 2026, et ce aux côtés de nos invités, dont le premier n'est autre que Jonathan Batengene qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir mon frère Guénem, bonsoir à tous nos copanélistes. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui se sont déjà levés dans leur siège pour écouter et suivre ce magnifique programme que vous avez le plaisir et surtout le grand honneur d'animer. Merci à vous, Jonathan Batengene. Je rappelle que vous êtes sociopolitiste, vous êtes également expert des questions géopolitiques ou encore géostratégiques. À vos côtés ce soir, M. Djawé, leader panafricain, nous fait également l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir Monsieur Nguene. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous et puis ces illustres personnalités panafricaines. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé un plateau ensemble et je suis heureux d'être là et puis de discuter de ces questions avec mes frères panafricanistes. Voilà. Patient Parfendom est le dernier invité de ce soir, homme politique habitué ou du moins expert également des questions géostratégiques. Doyen, je vous appelle affectueusement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Boulengene, le prince de Matom, comme j'aime bien t'appeler. Bonsoir à Jonathan Batengene, qu'on ne présente plus. À Jules Djawé, le Che Guevara des temps modernes de panafricanisme. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent à vos invitations, surtout quand on a un plateau aussi bien alléchant comme celui de ce soir. Et une fois de plus, merci pour votre invitation. Je vous le disais d'entrée, hier encore, ils étaient sur les lignes de front. Aujourd'hui, ils veulent reconstruire leur avenir. 100 ex-combattants déposent donc officiellement les armes
c'est dans le processus de désarmement et de réinsertion. Alors que faut-il savoir précisément et quelles sont les modalités qui ont d'ailleurs été définies à cet effet, ou du moins qu'est-ce qui a facilité cette réinsertion? Élément de réponse avec la rédaction centrale de Freedom Africa Télévision. Ils étaient autrefois membres de groupes armés. Aujourd'hui, ils tiennent entre leurs mains des certificats, symboles de nouveau départ. En République centrafricaine, 100 ex-combattants issus notamment des groupes UPC et 3R viennent d'achever leur formation dans le cadre du programme désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Réunis lors d'une cérémonie officielle, ces jeunes ont reçu des kits d'insertion pour faciliter leur retour à la vie civile. Une étape décisive pour ces anciens combattants désormais formés à des métiers concrets. La mécanique automobile, la conduite automobile, la conduite moto, la saponification, la couture et le commerce. Autant de filières choisies pour favoriser leur autonomie économique. Le programme bénéficie de l'appui technique de la mission russe engagée aux côtés des autorités centrafricaines dans ce processus de stabilisation. Aujourd'hui, on a assisté à la cérémonie de formation de première vague des ex-combattants dans le cadre de cette initiative. On a, de la part de la Russie, on a contribué à cette initiative. On a assisté à l'organisation de ce processus. Et pour nous, c'est un grand honneur de pouvoir contribuer. Cette opération s'inscrit dans la politique de réconciliation nationale portée par le président Faustin Archange Touadéra, qui mise sur la réinsertion des ex-combattants pour consolider la paix. Un pas de plus vers la construction du pays où chaque ancien combattant réinséré devient un acteur potentiel de stabilité. Réhabilitation, défis sociaux, enjeux sécuritaires, 100 ex-combattants qui déposent les armes dans un contexte de pacification totale et définitive du territoire centrafricain. C'est un acte qu'il faut certainement saluer, Jonathan Batengene, et encourager, partant déjà de là où le Centrafrique sort et compte tenu de ce à quoi le pays ressemble aujourd'hui. Vous savez, le Centrafrique, c'est un pays qui aujourd'hui propose un autre visage de lui-même. Oui. Nous avons vécu ces dernières années au rythme des transformations du Centrafrique. Nous avons vu un Centrafrique qui était sous perfusion internationale. La ville de Bangui était d'ailleurs le symbole d'un ONU Land, c'est-à-dire une ville où la sécurité était assurée par les forces de maintien de l'ordre, les forces de maintien de la paix des Nations Unies, où la population était dans une situation de désarroi alarmante, oui, où vous aviez parfois des scènes qui frisaient les photos oui, d'appel à l'aide qui sont parfois utilisées lors des grands galas internationaux, oui, pour créer la sympathie vis-à-vis de l'Afrique, si ce n'est de l'empathie. Ces scènes-là se sont transformées. Oui. Au PK5, c'était surtout le spectacle de l'insécurité vivante en plein cœur et à quelques kilomètres du palais présidentiel. Parce que quand vous êtes au PK5, si vous avez même des mortiers d'un certain calibre, vous êtes capable de bombarder la présidence de la République. Et puis là-bas, vous aviez un foyer intense de tension. Quand vous allez là-bas, aujourd'hui, vous avez un quartier commerçant qui est désormais en train de s'affirmer. Un quartier qui propose un nouveau visage, des personnes qui sont dans des perspectives de faire carrière dans le monde des affaires, des gens qui désormais s'habituent à une nouvelle chose, c'est aller acheter les marchandises dans les pays voisins et venir revendre
sur le territoire centrafricain. Il y a donc eu une transformation positive de la vie au Centrafrique. C'est cette transformation qui facilite. Ça affecte tous ceux qui pensaient que les carrières de combattants étaient des carrières assurées. Ça les affecte. Vous savez, si hier vous étiez dans un groupe de combattants et vous constatez que ceux qui sont à la capitale, aujourd'hui ils sont en train de faire des affaires, un qui devient vendeur de télévision, d'autres vendeurs d'ordinateurs, un autre vendeur de sacs, et puis ils font fortune. Et quand vous êtes en communication, ils vous disent ah, mon frère, moi j'ai laissé cette affaire. Vous commencez à vous dire qu'est-ce que je fous dans cet endroit. Donc il y a une transformation véritable de la vie. Les gens sont dans des perspectives de carrière en plein Bangui. C'est-à-dire tellement ça va vite sur le plan de la transformation économique que la psychologie des populations est affectée. Et c'est la concrétisation de tout ça qui est en train d'être vécu là. Quand vous voyez ces hommes qui déposent les armes, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une offensive militaire, c'est parce qu'ils sont affectés par les changements positifs dans le pays. Vous avez des axes nouveaux qui sont créés. Parce que quand vous arrivez à Bangui, quand vous sortiez de l'aéroport pour venir dans la capitale, c'était un parcours du combattant. Aujourd'hui, vous avez une grande avenue bitumée qui vous prend de l'aéroport jusqu'au centre-ville et même traverse le cœur de Bangui. Vous avez une autoroute qui est en construction, qui part de Pointe-Noire, qui vient jusqu'à Bangui. Ces transformations-là, quand vous êtes dans la brousse et que vous êtes perdu, isolé, avec une offensive des FACA, parce que les FACA ont pris une dimension guerrière exceptionnelle. Ça n'avait pas encore été vécu au niveau du Centrafrique. Quand vous êtes désormais isolé dans la brousse et que vous voyez qu'il y a votre pays qui est en train de démarrer, vous vous demandez, est-ce que je laisse le train partir sans moi ou bien est-ce que je rentre dans le wagon qui m'est proposé? Il y a justement toutes ces transformations que vous citez, Jonathan Batengene, mais il y a également des interrogations. Certains s'interrogent sur la capacité de ces combattants à abandonner véritablement les armes et la guerre pour ceux-là même qui étaient à l'origine, bien évidemment, de ce conflit sanglant. Vous savez, dans mon propos, nous avons insisté sur un élément, les transformations socio-économiques. La guerre, c'est aussi une économie. Quand vous avez un combattant qui s'endurcit dans les carrières guerrières, les carrières combattantes, c'est parce qu'il y a une économie parallèle, une économie de guerre qui est mise en place. Cette économie de guerre, par exemple, elle était alimentée par le trafic de produits des hydrocarbures. Aujourd'hui, la lutte contre le trafic des hydrocarbures fait en sorte que cette filière hautement juteuse ne rapporte plus. Vous allez rester avec les armes, pourquoi? Pour aller vous faire tuer par une offensive des FACA? Non. Ceux qui ont les armes ont aussi des perspectives d'enrichissement, des perspectives de vie qu'ils se créent. Donc, à partir du moment où les FACA ont réussi une montée en puissance, donc aujourd'hui, il est presque impossible pour les bandes armées de prospérer sur le territoire ou bien de perdurer dans le contrôle de certaines des localités qui sont des localités hautement riches en matières premières. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir une économie de guerre qui vous conforte dans les carrières combattantes. Et donc, ce qui vous reste Jonathan, c'est de devenir un homme sérieux. Donc, le président Touadéra a joué sur plusieurs leviers et le président Touadéra a permis qu'en jouant sur plusieurs leviers, les populations puissent ne trouver leur compte que dans le cadre d'un pays apaisé, résolument en train d'avancer vers sa prospérité. Et c'est dans cette perspective que vous avez donc des gens qui quittent la brousse, abandonnent les carrières combattantes qui sont considérées désormais comme des carrières hautement à risque et préfèrent s'engager vers des carrières beaucoup plus sécurisantes dans la vie civile. Et vous avez vu, ils sont en train de se reconvertir à des activités qui sont en apparence modestes, mais qui pourraient devenir pour eux
des leviers Oui. de prospérité. Alors, merci à vous, Jonathan Batengene. Monsieur Ndiawe, les mécanismes mis en place à travers justement ce processus de désarmement et de réinsertion sont-ils de nature à favoriser une intégration définitive de ces ex-combattants aujourd'hui, compte tenu bien évidemment de ce contexte centrafricain qui a énormément changé depuis plus d'une décennie aujourd'hui? Oui, monsieur Nguene, il faut savoir que le Centrafrique a eu à se faire accompagner dans ce processus Oui. par certains organismes des Nations Unies, par des partenaires de l'Union européenne et, vous l'avez vu, par la mission russe en Centrafrique, qui n'a lésiné sur aucun moyen pour aboutir à ce résultat. Oui. Il faut comprendre que c'est des dynamiques. C'est des dynamiques qui permettent de résoudre un problème social aussi crucial. Oui. Vous avez des personnes qui ont été enrôlées dans l'armée, des enfants de guerre. Quand ils entraient dans l'armée, beaucoup, ils avaient 12, 13, 14 ans, enrôlés par les bandes armées. Oui. Et aujourd'hui, 10, 15 ans après, ils ont passé toute leur vie dans la brousse. Maintenant que la paix est revenue, ils veulent aussi vivre comme des jeunes de leur âge. Ils ont un idéal parce que avant la sortie, ils ont été démobilisés. Oui. Ils ont été traités. Parce qu'il y a tout un traitement pendant leur formation. Ceux qui ont accepté, qui ont opté de faire l'agriculture, ils ont des accompagnements psychologiques. Oui. Ils ont des pères éducateurs. Donc, il y a un gros travail, il y a un traitement psychotactique. Oui. Et au sortir de ce traitement, ces jeunes veulent vivre comme les autres jeunes de leur âge. Avoir un emploi, travailler, s'asseoir le soir, prendre un jus, une bière, aller au cinéma, avoir une vie normale. Beaucoup n'avaient jamais vu la ville. Ça, c'est vrai. 90% de ces enfants n'ont connu la ville que dans la réinsertion. Ils étaient toujours dans la brousse. Il y a un qui m'a dit, quand il est arrivé à Bangui, il a regretté même pourquoi il a pris des armes. Il croyait que Bangui était comme Obo, où il était. D'où il venait. Voilà. Donc, il s'agit pour vous d'un pas supplémentaire vers cette paix définitive que le président Touadéra instaure du côté du Centrafrique depuis 10 ans maintenant, M. Ndiawe? Oui, c'est un pas de géant. Alors, depuis 10 ans, je pense que c'est la 8e ou la 9e sortie. Il y a eu des sorties de 300, des sorties de 500. Bon, je ne sais pas pourquoi celle-là est la plus on communique le plus sur cette sortie. Peut-être parce qu'à l'époque, les enjeux étaient ailleurs. Mais je peux vous dire qu'il y a eu un gros travail qui a été abattu. Et c'est la preuve même que la paix est revenue en Centrafrique. La paix reste fragile parce que le Centrafrique est confronté, est victime de sa position géostratégique qui, de facto, crée des batailles géostratégiques, géopolitiques autant pour moi, ce qui arrange certaines puissances qui ont tout intérêt à ce que le chaos revienne. Mais je peux vous dire que sur le plan militaire, il n'y aura plus de chaos sur le plan militaire. Le président Touadéra a travaillé pendant 10 années à renforcer, c'est-à-dire à créer les conditions de sécurité, parce qu'il faut le rappeler, lorsque le président Touadéra arrive au pouvoir, il n'y a pas d'armée en Centrafrique. Aujourd'hui, il y a une armée de 50 000 hommes. En 10 ans, c'est un exploit. Beaucoup de pays en Afrique ne l'ont pas fait.
dans le contexte qui est celui de la RCA, sans véritable moyen. Beaucoup n'ont pas pu. Et donc, il n'y a aucune crainte aujourd'hui de rechute. sur le plan sécuritaire, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de crainte. Mais l'ennemi et l'adversaire étant malins, ils sont en train de travailler à structurer une déstabilisation sociale qui va tirer son essence des questions économiques. Donc c'est une asphyxie économique qui est planifiée. L'ennemi a planifié l'asphyxie économique de la RCA parce que l'ennemi pense que ne pouvant plus agir par le mécanisme des armes et des groupes armés, ils vont maintenant tout faire pour révolter les citoyens contre le régime en rendant beaucoup plus difficile le développement économique du Centrafrique. Merci à vous. Alors, ce que dit Patient Parfendom, M. Ndiawe, est pertinent puisqu'il parle justement de cette paix qui n'est jamais acquise parce qu'il faut la travailler de façon permanente. Mais comment surfer sur les deux tableaux selon vous? C'est-à-dire, là on a des avancées concrètes qui vont bien évidemment dans le sens de la restauration de l'intégrité territoriale du Centrafrique. De l'autre côté, on a des menaces, comme il le dit, de la part justement du moins de ces sabotages qu'on pourrait orchestrer, que pourraient orchestrer certaines puissances impérialistes, surtout pour un pays comme le Centrafrique. Commençons d'abord par... Et là, c'est un bilan qui parle pour le président Touadéra. C'est-à-dire que la paix revient. Cette paix relative dont a besoin tout pays dans le monde pour pouvoir enclencher des processus vertueux sur le plan de développement socio-économique, il faut une paix, il faut la paix. Et l'expression de cette paix retrouvée au niveau de la Centrafrique est par exemple ces jeunes démobilisés qui, à travers une période de formation et de travail, n'est-ce pas, pour leur redonner sens à leur vie et redonner sens à leur citoyenneté, se sont retrouvés dans cette structure de démobilisation et de réinsertion, mais surtout sortant de là avec un bagage important, c'est-à-dire qu'ils ont des outils maintenant pour affronter la vie comme citoyen et non comme quelqu'un qui on a arraché une arme et qu'on a jeté comme ça en pâture dans une ville ou bien dans un pays sans les moyens d'être capable de produire lui-même, d'être inséré dans la société et de compter comme une valeur sûre dans cette société-là. Donc, là-dessus, je pense que c'est une action qu'on doit mettre à l'actif du président Touadéra. On n'a pas besoin d'un très grand discours ou d'une très grosse démonstration. Les faits sont là, ils parlent pour lui. Premièrement. Deuxièmement, il faut quand même dire, que ce processus, souvent, qui semble évident, ne l'est pas du tout. Il y a toujours des possibilités de rechute, n'est-ce pas, de certains éléments. Et aussi, d'autant plus que, comme je viens de le dire, Gilles, l'ennemi ne dort jamais. Il y a toujours des tentatives de recréer des zones de tension, d'appâter de nouveau ces jeunes-là qui sont sortis des brousses et à qui on a promis un bel avenir. La seule solution, c'est de leur donner des capacités d'être opérationnels dans la vie active. Et cela passe par l'apprentissage des métiers. Et les gens le disent, c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Justement. On voit justement certaines activités qui sont énumérées. Un homme qui apprend un métier, qui est capable de l'exercer, donc d'être un agent de développement dans son propre pays. Donc au-delà du fait que ces jeunes-là apprennent des métiers, ils se sentent dotés d'une responsabilité vis-à-vis de ce propre pays qu'on les a amenés plus ou moins à détruire. Et je pense que cette responsabilité-là, et c'est un travail psychologique en profondeur qui a été fait, fait d'eux des gens aujourd'hui plus que jamais responsables pour d'eux, d'abord pour eux, mais aussi pour le pays, pour que le pays ne sombre plus dans ces périodes assez difficiles que nous avons tous vécues en direct. Je crois que le premier rempart
de cette paix relative sera ces jeunes qui sont sortis de ce centre de formation. Oui. Maintenant, évidemment, les gens vont nous dire, ou bien les gens espèrent souvent avoir des grands ingénieurs, etc., etc. Mais vous savez que dans nos pays, en voie de décollage économique, on a besoin souvent de ces cadres qui ont ce savoir-faire, ce know-how extrêmement important. Regardez dans nos pays, on manque souvent des techniciens dans les domaines qui semblent des domaines évidents, les plombiers, les maçons, les menuisiers, etc., etc. Je me souviens, pendant la construction du pipeline Tchad-Cameroun, on a été obligé d'aller importer par exemple des soudeurs, des chaudronniers, parce qu'on n'en avait pas suffisamment formés au niveau du Cameroun et du Tchad pour pouvoir occuper ces responsabilités. On a été obligé d'importer des gens des Philippines, etc., etc. Donc, attention, une société se construit aussi par palier, par échelle. Donc, il ne faut pas penser que les domaines dans lesquels ces jeunes ont été formés ne sont pas gratifiants pour eux. Non, une société doit avoir en quantité et en qualité beaucoup de jeunes dans ces domaines-là pour créer le premier soubassement qui va permettre plus tard de déclencher l'autre niveau, n'est-ce pas, du point de vue de l'industrialisation du pays. Si vous n'avez pas ces jeunes-là, je peux vous assurer, vous n'avez pas vraiment la base qu'il faut pour déclencher un développement réel du pays. Donc, là encore, sur le plan du choix, des choix en termes de formation qui ont été proposés à ces jeunes-là, on est vraiment parti vers, j'allais dire, le B.A.B.A. par lequel il faudrait commencer par le l'avant. Maintenant, tout se joue dans la tête et dans le cœur. Vous savez, la haine comme la guerre se crée dans le cœur des gens, mais c'est aussi dans le cœur des gens que les solutions, j'allais dire, de catharsis pour évacuer complètement cette idée de la guerre, cette idée de prendre des armes, cette idée de détruire son propre pays, son propre pays se crée. Et là, une fois de plus, on ne peut que remercier les partenaires des Républiques centrafricaines, mais surtout la philosophie, la vision du président Ofosa Askan Touadéra, qui a pu doter ces institutions et l'ensemble de ces partenaires, de cette vision qui produit les résultats que nous avons là aujourd'hui. Donc, félicitations à ces jeunes qui sont sortis, enfin, et qui embrassent une nouvelle vie, mais surtout qui vont apporter leur contribution à l'édification de leur pays. Merci à vous, messieurs, de toutes les façons, vous l'avez dit. C'est un processus permanent du côté de la République centrafricaine, parlant justement du désarmement et de la réinsertion dans la vie sociale. On en parlait d'une vague de 100, demain forcément d'autres sortiront de la brousse pour embrasser la vie du côté de Bangui, en tenant compte des réalités actuelles du pays. Merci à vous, messieurs. Nous allons prendre une petite transition et juste derrière, nous évoquerons enfin ce fameux sommet France-Afrique rebaptisé, je le disais, Afrique Forward. Depuis Nairobi, la capitale kenyane, le président français se revendique être d'ailleurs panafricain. De toutes les façons, c'est une véritable polémique d'ailleurs qu'il a lâchée. On parle d'une déclaration qui surprend aujourd'hui et qui interroge, car le panafricanisme pour beaucoup d'Africains est avant tout synonyme de souveraineté, mais surtout d'indépendance et de rupture avec toute domination extérieure. Alors, comment comprendre cette posture alors que la France reste militairement, économiquement, politiquement installée ou du moins présente sur le continent africain, base militaire, influence politique, débat autour du franc CFA. Les sujets de tension aujourd'hui ne manquent pas. Et c'est dans ce contexte que le président français nous dit qu'il est plus panafricaniste que les Africains eux-mêmes. Écoutons-le. Dès novembre 2017, ce que je dis au discours de Ouagadougou, il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un... Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde.
Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. Écoutez, Jonathan Batengene, le contexte, on l'a recentré. On a parlé bien évidemment de cette posture, du moins beaucoup ont parlé d'une posture paternaliste du côté du Kenya. Certains n'ont pas compris la nécessité justement d'une telle déclaration. D'autres l'ont inscrit dans une dynamique de séduction face bien évidemment à une Afrique de plus en plus tournée aujourd'hui vers des dynamiques de rupture. Mais là, le mot est lâché. Emmanuel Macron dit être panafricaniste de toutes les façons. Il le dit dans ce contexte que nous connaissons tous, celui dans lequel le débat autour du franc CFA se pose, le contexte dans lequel bien évidemment la France reste implantée militairement, économiquement et même politiquement. Alors la question, elle est là. Peut-on se dire panafricaniste dans ce contexte? C'est quoi la nécessité ou encore la pertinence d'une telle déclaration? Bon, d'abord, il faut nous féliciter. D'abord les pionniers, comme le président Jules Ndiawe, le grand frère Patient Parfendom et tous les pionniers qui ont porté ce combat dès la première heure. C'est le triomphe de l'Afrique. Le triomphe, vous y voyez un triomphe? C'est le triomphe de l'Afrique. Prenez l'histoire de la France depuis la colonisation. Regardez à quel moment un colon français s'est identifié à un mouvement africain. Ça ne s'est jamais produit. C'est une première. C'est la preuve que l'Afrique vient de prendre sa revanche idéologique et intellectuelle. Dans tous les mouvements qui ont été inventés, jamais un président français n'a fait ça. La France vient d'abdiquer devant le panafricanisme. Ils ont dit que, Macron a dit que le panafricanisme était stipendié par la Russie. Il y a 2 ans, il disait ça. Voilà l'homme qui disait que ce mouvement, si est stipendié par lui, il dit non, moi-même je suis dedans. Je vais être un membre. Donc c'est un aveu de défaite. C'est surtout la reconnaissance de la puissance d'un mouvement qui a montré à tout égard sa pertinence pour l'Afrique au XXIe siècle. C'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Nos adversaires géopolitiques reconnaissent la pertinence de notre mouvement. Mais au-delà de cette reconnaissance, Jonathan Batengene, il y a tout de même des questions pertinentes qui se posent aujourd'hui. Oui, c'est bien de reconnaître, mais tant que les véritables questions, du moins les véritables préoccupations ne sont pas mises sur la table, cela ne sert peut-être à rien du tout. Là, oui, puisqu'il est panafricaniste et vous lui dites c'est une victoire, il va falloir qu'on s'attaque aux questions. Il n'est pas panafricaniste, il ne faut pas dire que Macron l'a dit. Oui, moi je m'inscris beaucoup plus justement dans cette logique de reconnaissance que vous évoquez tout à l'heure. Il faut évoquer les vrais sujets. Franc CFA, base militaire française, c'est vrai qu'il y a une réorganisation, une restructuration aujourd'hui, mais il y a également le débat autour des ingérences françaises dans plusieurs pays. Bon, le problème même des bases militaires, lui, il est en train d'être résolu. Oui. La France est consciente qu'elle ne peut plus maintenir son emprise militaire en Afrique. Oui. Consciente parce que le coût même d'une telle entreprise, la France ne peut plus le supporter. Autre élément, la France est devenue un label. Depuis les Pompidou, la France n'est qu'un label maintenant. C'est un label qui est utilisé dans le cadre international par les véritables impérialistes, oui, qui eux-mêmes ont fait main basse. Et c'est pour ça que Macron ne peut pas être panafricaniste. Parce que les véritables impérialistes ont fait main basse sur la souveraineté de la France. Macron est l'incarnation d'une France colonisée. Macron n'est pas un Français dans la conception souverainiste du mot. Oui. Macron, c'est une propriété privée des Rothschild. C'est les Rothschild qui ont décidé de mettre ce monsieur à la tête de la France. La preuve, regardez tout son parcours. Oui. Son parcours est émaillé
de situations un tout petit peu bizarres. Celui qu'on nous présente comme étant sa femme. Parler de Brigitte Macron. Michel Trogneux, vous voulez dire. C'est un homme. C'est Michel Trogneux. Michel Trogneux a violé ce monsieur pendant des années. Il se retrouve à la tête de la France à la suite de l'acceptation de son viol. Il est incapable de porter plainte à son bourreau. Vous regardez le parcours, durant le parcours de Macron, il a été placé auprès de vieux hommes, toujours pour servir les mêmes intérêts. Il est le produit de ce que la pédophilie fabrique comme étant élite en Occident. Macron déjà n'a pas la souveraineté de son propre corps. Il ne peut pas être panafricaniste. Deuxième élément, oui. La France en tant que label, qu'est-ce que la France fait aujourd'hui? Les milieux financiers ont fait comprendre à la France que bon, c'est bon, votre compte est réglé en Afrique. Vous avez tenté même militairement, vous ne pouvez plus revenir. Le sommet Africa Forward est la preuve que la France en tant que label est maintenant aux ordres de ces impérialistes. Qu'est-ce qu'on dit à la France? Vous allez tenir un sommet. Dans ce sommet, vous serez les interlocuteurs. C'est la place qu'on vous donne désormais. Si vous pouvez gagner le rôle d'interlocuteur avec les Africains, eh bien, vous aurez encore un rôle à jouer au niveau de la scène internationale. Et pour montrer à la France qu'elle ne vaut plus rien, on leur dit le sommet ne sera pas libellé en français, c'est un sommet en anglais. Ça veut dire une chose. Les vrais patrons de cette affaire, ils sont à la City de Londres. C'est ce qu'il faut comprendre par là pour vous? Les vrais patrons sont à la Réserve fédérale et à la City. C'est eux qui ont commandité ce sommet. On dit, mais appelez ça Africa Forward. Et on lui dit, pour nous montrer ton allégeance, tu iras chez un de nos lieutenants anglophones. Le Kenya. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont nombreux justement à s'interroger sur le choix justement du Kenya. Ce n'est même pas Macron qui organise le sommet. Macron vient là-bas. La France se bat aujourd'hui pour avoir le droit d'être l'intermédiaire de l'Afrique auprès des bailleurs de fonds internationaux. C'est ce que Macron veut gagner depuis. C'est la place qu'il veut avoir. Qu'est-ce qu'il y avait comme proposition au sommet? C'était une proposition de financement. On a parlé de 23 milliards d'euros que le président français promet d'ailleurs de mettre sur la table. Non, pas le président français, les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, comme vous le le dites d'ailleurs. Le président français est devenu comme un grand agent commercial. Vous dites qu'il est interlocuteur un apporteur d'affaires. Voilà. Il est un apporteur d'affaires. Ces 23 milliards d'euros sont-ils suffisants, Jonathan Batengue, déjà, c'est petit. Compte tenu justement des enjeux? On a parlé de plusieurs domaines qui sont ciblés justement par ce sommet, le domaine énergétique, les infrastructures. Emmanuel Macron, il a tenu à détailler l'utilisation même de ces 23 milliards d'euros. Je tiens à rappeler que 23 milliards d'euros dans le cadre de la coopération avec l'Afrique continentale, c'est une goutte d'eau. Ça ne vaut rien. Vous savez ce que la Chine dépose annuellement dans la coopération avec l'Afrique depuis 2020? La Chine met sur la table plus de 100 milliards de dollars. On est dans 5 fois l'offre qui est actuellement là sur la table. Les États-Unis, quand Joe Biden organise le sommet Afrique-États-Unis, avant son départ, 2021, Joe Biden promet à l'Afrique 60 milliards d'euros, 60 milliards de dollars sur 6 mois. Donc, 23 milliards de dollars, ça vous montre d'abord la faiblesse de cet agent, je veux dire ce courtier, je ne sais pas si on va dire, non, cet apporteur d'affaires qu'est Emmanuel Macron, il est devenu un apporteur d'affaires pour le compte du grand capital. Vous voyez que la France, qui était un empire colonial, aujourd'hui est réduite à faire maintenant le rôle des agents commerciaux dans le domaine financier. Mais la France ne peut même pas être un pays qui impulse une véritable coopération avec les pays africains. Voilà. Ça veut dire que la France est dépassée au niveau africain. Pour sortir sur ce sujet, Jonathan Batengue. Au niveau africain, si vous prenez rien que l'espace, je prends l'espace CEMAC. L'espace CEMAC, vous connaissez quelle est la valeur de son PIB? La valeur de son PIB, on est autour de 30 milliards de dollars. Non, de 60 milliards de dollars. Donc, si vous prenez les 23 milliards de dollars
et que vous mettez dans les 60 milliards de dollars, vous voyez qu'il y a encore un gap de 37 milliards de dollars. Donc, rien que la sous-région CEMAC absorbe les 23 milliards et manifeste encore un besoin. Si vous allez dans l'espace BCAO, vous allez dans l'espace du Maghreb, au niveau du Maghreb, les projets dans le Maghreb sont libellés en centaines de milliards de dollars. Donc, la France n'a pas le niveau. C'est comme si on avait un joueur de division nationale qui vient et réunit les joueurs les équipes de première division et il leur dit, vous savez, je vais devenir votre coach. C'est une blague. La France n'est plus au niveau des pays africains. La France, dans son rôle qu'elle veut jouer d'intermédiaire avec les marchés financiers, n'a même pas une véritable capacité de mobilisation. Elle nous parle de 23 milliards alors que de dollars, alors que 23 milliards d'euros. D'euros, bon, disons d'euros. Pas de dollars. C'est à peu près 25 milliards de dollars. Bon, vous avez 23 milliards d'euros. 23 milliards d'euros, ça ne représente rien dans les projets, les grands projets dont l'Afrique aujourd'hui a besoin pour son développement. Vous avez la ZLECAf qu'on veut créer. Quand on parle de la ZLECAf, on est dans l'ordre de 500, de 1000 milliards de dollars. Donc, vous apportez 23 milliards, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas un joueur qui peut parler au niveau de nos nations. Donc la France est dépassée et ce sommet nous a permis de constater que la France n'est plus capable de proposer un réel partenariat avec les pays africains. Merci à vous. La ZLECAf, portée justement par l'Union africaine, on parle de cette zone de libre-échange continentale. Alors, voici comment sont repartis les 23 milliards d'euros annoncés justement par le président français Emmanuel Macron, en marge d'ailleurs de ce sommet. 14 milliards d'investissements français publics et privés, 9 milliards d'investissements africains. Les principaux secteurs concernés sont transition énergétique, 4,3 milliards d'euros, le numérique et l'intelligence artificielle, 3,76 milliards d'euros, l'économie bleue, 3,3, l'agriculture, 1 milliard et bien évidemment la santé, 942 millions. A d'ailleurs précisé l'Élysée. Patient Parfendom, une question à double volet pour vous. Qu'est-ce qui justifie l'utilisation de ce mot panafricaniste dans un tel sommet? Rebaptisé Africa Forward, alors, est-ce une opération de charme, de séduction, ou alors êtes-vous également de ceux qui estiment que c'est une victoire finalement pour les vrais panafricanistes? Deuxième question, Patient Parfendom, que vaut cette enveloppe de 23 milliards d'euros, brandie de cette façon par Emmanuel Macron aux chefs d'État qui ont fait le déplacement pour Nairobi? Écoutez, Baudelaire Guéné, je crois que nous le disons depuis très longtemps sur nos différents plateaux. Nous sommes à un virage. C'est-à-dire que le monde unipolaire est en train de s'effondrer, ça se voit. Et le monde multipolaire nous ouvre les bras. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les piliers sur lesquels étaient assis, n'est-ce pas, toutes les institutions du monde unipolaire sont en train de s'écrouler. Et ils vont s'écrouler avec cette pensée, avec cette idéologie. Il faut donc maintenant anticiper, et c'est pour cela que je pense que, en étant tout à fait d'accord avec Jonathan, ce sommet n'est pas un sommet qui a été pris sur un coup de tête. C'est un vieux projet, parce que la France, sur la base des analyses avec justement ces think tanks occidentaux, ont bien compris que leur monde va s'écrouler bientôt. Et parce qu'il va s'écrouler bientôt, il faut donc qu'ils aient un nouveau positionnement qui les place dans une position de go-between entre les nouveaux instruments de financement de l'économie mondiale et l'Afrique. L'Afrique qui va occuper une place très importante dans la structuration de cette nouvelle économie mondiale, c'est-à-dire dans le cadre du monde multipolaire. Et la France veut donc, après avoir perdu de sa superbe, en perdant sa capacité à influencer la donne politique, économique, culturelle au niveau de l'Afrique, dont l'une des conséquences a été la création de l'AES, mais surtout la gifle que lui a infligé le président Fausses Archange Touadéra en chassant justement la présence française au niveau de Centrafrique. La France anticipe et elle se positionne au niveau où elle va jouer les intermédiaires entre la nouvelle finance qui va dominer le monde bientôt
et d'Interland des économies africaines. Et pourquoi le Kenya? Le Kenya, tout simplement parce que c'est le Kenya qui est une économie qui est plus tournée aujourd'hui vers ces nouveaux modes de financement et qui regarde quoi? Qui est tournée vers l'Orient. Or, c'est de ce côté, quand on parle de l'Asie, la Chine, la Russie, le nouveau dragon, que le centre du monde s'est déplacé. Le centre du monde n'est plus à la Cité de Londres. Le centre du monde n'est plus du tout à Washington. Le centre du monde, c'est de ce côté. On a donc voulu faire de Kenya une espèce de hub qui va recevoir tous ces financements qui viendront de cet espace-là et qui seront après dirigés vers l'intérieur de l'Afrique, dans des pays africains. La France se positionne donc à là où le gros de ces financements risque d'arriver pour jouer les intermédiaires et pensionner de temps en temps des espèces de royalties sur l'ensemble de ces financements qui vont arriver. Donc à partir de ce moment-là, Ruto va jouer exactement le rôle que certains négriers africains jouaient pendant la traite arabo-musulmane. Vous vous souvenez historiquement de Sultanat d'Oman, qui a joué un rôle très important parce qu'ils avaient des colonies tout le long de la corne de l'Afrique jusqu'au niveau de la Somalie. Donc, et le Kenya va donc jouer ce rôle en disant donc à ses frères qui sont à l'intérieur du continent, écoutez, this is the place to be. Si vous voulez vous arrimer à cette nouvelle organisation de la finance nouvelle, vous êtes obligé de passer par moi et moi, je vais jouer les facilitateurs. Et Macron l'a si très bien compris qu'il a donc déplacé ce fameux sommet vers le Kenya. Malheureusement, mal leur en a pris parce que c'est ça aussi, les meilleurs, ce que j'appelle les Russes de l'histoire, c'était ça le projet, mais il y a quelque chose qui s'est introduit là dans ce plan comme un caillou dans leur chaussée. C'est la guerre qui a eu lieu récemment entre l'Iran, qui affronte les États-Unis et Israël. Qu'est-ce que cette guerre a provoqué sur le plan de la géoéconomie? C'est la destruction complètement de ce projet. En détruisant, n'est-ce pas, sur le plan économique, tous les avatars, excusez-moi parce que c'est ça que c'est, de l'économie des monarchies du Golfe, l'Iran a détruit, n'est-ce pas, ce projet parce qu'en démontrant que ces monarchies du Golfe ne tenaient que parce qu'il y a ce projet qui était programmé pour faire de ces monarchies de Golfe le rempart, c'est-à-dire la structure qui va contrer suffisamment la création de ce nouveau paradigme de monde multipolaire. À partir de ce moment-là, la France, malheureusement pour elle, qui avait déjà programmé cette opération, continue, mais là maintenant comme une espèce de prestidigitateur pour essayer de capter l'attention de nos fameuses élites qui souvent ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Ils jouent là comme une espèce de personne qui va lobotomiser complètement les esprits des Africains en leur faisant croire à une certaine puissance française, en réalité qui n'existe plus. On vous a parlé de 23 milliards. Venons au niveau des chiffres. Je vais vous relancer également sur, vous savez combien la France a investi pour soutenir les chiens de guerre ukrainiens contre la Russie? Oui, pour parler de l'Ukraine. De l'Ukraine, autant pour moi, excusez-moi, les chiens de guerre de l'OTAN contre la Russie, seulement jusqu'en 2025, pour toute l'Union européenne, nous sommes à combien, ça fait combien? 193,3 milliards. 193 milliards,300 millions d'euros. Seulement. Là, on parle d'aide seulement à l'Ukraine. Bon, pour pouvoir tenir, pour que dans cette défaite stratégique qu'ils ont voulu infliger à la Russie, que cela soit possible. Mais maintenant, pour tout un continent comme le continent africain, on vous ramène un porteur de 23 milliards. Vous voyez que cette pipi de chat, c'est très risible. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a aucune volonté, ni un projet de pouvoir déclencher une véritable opération de création d'un cercle vertueux au niveau du continent africain pour le tirer vers le haut. Donc, en réalité... À cette enveloppe, justement, patient parfendum, je vous relance, s'ajoute également une vieille promesse, celle de la fin de la France-Afrique. Il le dit dans ses déclarations, Emmanuel Macron. Il dit, c'est une politique enterrée depuis 2017. J'ai parlé de qu'on ne parle plus précaré français aujourd'hui. J'ai parlé de prestidigitateur. Mais là, plus grave que ça,
Macron est dans le rôle de quelqu'un qui veut opérer une opération d'hypnose sur les intelligences africaines. Parce que la France, elle ne vaut plus rien. Elle ne peut plus aujourd'hui implémenter une quelconque politique, n'est-ce pas, pour continuer à dominer l'espace africain. Mais vous savez, l'hypnose, dans ceux qui font des sciences occultes, c'est le summum de la capacité de celui que vous avez en face de vous faire faire ce qu'il veut et comme il veut. Et c'est ça que la France tente de faire avec les dirigeants africains qui sont réunis en Nairobi. C'est une opération d'hypnose sur la capacité des Africains à réfléchir par eux-mêmes et à pouvoir voir et bien déceler les failles de cette nouvelle opération et se projeter eux-mêmes avec leurs propres moyens dans ce monde multipolaire. Je vous rappelle que le monde multipolaire n'aura de sens que si l'Afrique retrouve sa souveraineté. Et M. Macron, à travers ce sommet, tente justement d'endiguer cette capacité, cette volonté des Africains à tout faire pour se réapproprier leur souveraineté. Donc en réalité, je continue de dire, c'est de la poudre de palimpempem que M. Macron essaie de balancer aux yeux des élites et des dirigeants africains pour retarder l'avènement de cette véritable indépendance et cette libération de notre continent. Merci à vous, doyen. Alors, M. Diawo, c'est quoi la nécessité d'un tel sommet? J'ai quand même suivi certains Africains saluer une victoire, puisque pour la toute première fois un sommet se tient sur le continent. Certains ont parlé de victoire symbolique, puisque quand on parle de sommet États-Unis-Afrique, c'est toujours à Washington, Russie-Afrique, jusqu'ici toujours à Washington, même Japon-Afrique, Indonésie-Afrique, à chaque fois ça se tient de l'autre côté. Mais pour la toute première fois, oui, l'Afrique abrite justement un tel sommet. Alors, peut-on parler d'une victoire symbolique, ne serait-ce que sur ce point bien précis? Deuxième volet de la question. Alors, la France, à travers l'organisation de ce sommet, peut-elle aujourd'hui se réinventer? Puisqu'on entend également Emmanuel Macron dire qu'il est hors de question qu'on reparte sur des bases faussées. Il est surtout question qu'on reparte sur de nouvelles bases, celles qui mettent en avant un partenariat gagnant-gagnant aujourd'hui. Monsieur Nguéné, je suis tenté de poser une question. De qui se moque-t-on? Que j'emprunte à un célèbre humoriste camerounais, Jean-Michel Cancan. Mais de qui se moque-t-on? Il faut vous souvenir, rappelez-vous toujours que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Oui. Que ce soit à Washington, à Moscou, à Paris, et aujourd'hui à Nairobi, ça ne change rien à l'esprit qui se cache derrière le projet. Et donc les Africains doivent cesser d'agir comme des bambins à qui on brandit des bonbons. Il faut arrêter ça. On vous a vassalisé en vous faisant venir à Paris. On vous a chosifié en vous faisant venir à Washington. Et maintenant, on vient vous piétiner sur votre continent. C'est ce qu'il faut lire par là. Mais c'est ce qu'il faut comprendre par là. Donc il faut arrêter ça. Nous vivons une époque où les peuples africains, la jeunesse panafricaine, n'est plus prête à admettre ce type d'injures. Lorsque le président Macron dit qu'il est le vrai panafricaniste, oui, je peux comprendre pourquoi l'armée française, les mercenaires français sont au Sahel, à bombarder, à attaquer des États libres et indépendants que sont le Niger, le Mali, le Burkina Faso. C'est ça être panafricaniste, selon Macron. Oui, il a raison. Parce qu'il n'a plus la capacité de manipuler, de traiter comme des sous-hommes ce peuple-là qu'ils ont toujours maltraité depuis la nuit des temps. Parce qu'il y a une nouvelle génération.
les panafricanistes des temps nouveaux, qui ont débarqué il y a une quinzaine d'années et qui ont décidé de changer la donne. Merci Macron de reconnaître enfin que le panafricanisme a eu raison de mener ce combat. Mais que Macron sache une chose, la ruse à laquelle, par laquelle et avec laquelle il entend manipuler les masses africaines est perçue avant même qu'il n'ait posé, avant même qu'il ait, avant qu'il n'ait amorcé. Elle est connue. Batengene l'a démonté. Mon frère Parfum d'Homme vient de démonter. Nous savons très bien que ces organisations ne vont jamais rien faire pour l'Afrique. Parce que depuis le sortie de la Deuxième Guerre, elles n'ont rien fait pour l'Afrique. FMI, Banque mondiale, Club de Paris, sommet France-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet Liechtenstein, ça n'a jamais rien produit. Que des annonces. Les seules choses que ces projets, que ces programmes, autant pour moi, ont commencé à réaliser sur le continent, c'est l'imposition de l'homosexualité. C'est tout. Par mes propos, je ne m'attaque pas aux homosexuels. C'est leur choix. Je respecte. Je n'en suis pas un. Je n'en serai jamais. Mais c'est des choses, c'est contraire aux mœurs africaines. Et nous avons tous vu comment cela nous a été imposé à la suite de toutes ces grandes rencontres où on a conditionné l'aide au développement à la signature d'un texte qui reconnaît et qui légalise l'homosexualité. Monsieur Macron, vous savez bien que l'Afrique n'en veut pas. Et si la honte des échecs et des mauvaises politiques de la France l'a diminué même au sein de la nation européenne, des nations européennes, parmi ses pairs européens, au point de voir son outil être récupéré et muté, vous pouvez comprendre que l'échec de la France est perceptible et approuvé par ses pairs européens. Et que dire justement de la participation de ces dirigeants africains? C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils se déplacent pour aller à Londres, à Washington, on a souvent l'habitude justement de tirer, de critiquer la démarche. Mais là, ils étaient sur le continent africain. On nous brandit des sommes minables. Mais la faute à qui finalement? Est-ce parce que le président français continue de briller par une approche pleine de condescendance, ou alors parce que les dirigeants en face ne savent exactement pas quoi demander? Mes très chers frères, l'Afrique n'était pas à Berlin. Et l'Afrique a porté le lourd tribut de décision de Berlin. Jusqu'à ce qu'on se batte depuis Sankara, Kwame Nkrumah, jusqu'à notre génération de panafricanistes, pour commencer à avoir un début de solution. Je ne condamnerai point les dirigeants qui sont allés à Nairobi. Le problème n'est pas d'aller à Nairobi. Le problème, c'est est-ce que vous appliquez ce qu'on veut vous imposer à Nairobi? Tout à fait. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire, nous les Africains, ce sont de nous. On doit arrêter les débats puérils. Nous devons être pratiques. Aller à Nairobi n'est pas un problème. Aller à Washington n'est pas un problème. Aller à Paris n'est pas un problème. Si je vais à Paris et que je rentre chez moi et je refuse de signer les accords tels que proposés par la France, qui me demandent de légaliser l'homosexualité, qu'est-ce que la France aura eu? Mais si je vais à Washington, et que je reviens de Washington, en acceptant la proposition américaine qui refuse la rétrocession des fonds de réhabilitation de puits de pétrole des États producteurs de pétrole de la CEMAC. C'est là les enjeux. Mais si je reviens de Washington, en acceptant ce qu'on me propose à Washington, au détriment des peuples de la CEMAC,
Là, il y a un problème. Arrêtons la politique de la chaise vide. Apprenons à faire valoir nos aspirations, notre dignité, Oui. notre liberté, notre souveraineté. Apprenons à la faire valoir. C'est ce que les panafricanistes revendiquent depuis bientôt 15 ans. Les nouveaux panafricanistes. Nous revendiquons notre souveraineté. C'est aussi la capacité de dire à Paris, comme l'a fait à maintes reprises le président Touadéra, de dire au président Macron, Oui. je n'accepterai pas qu'on me dicte qui soit mon partenaire, mais je suis prêt à revoir mon partenariat, à discuter de nouveaux partenariats avec la France. Voilà. Nous devons être objectifs et constructifs. Alors, pour revenir sur les questions, Oui. est-ce que vous pensez vraiment que l'Afrique a besoin qu'on vienne lui donner de l'argent comme si on en donnait à des mendiants? Non. On parle de fracture numérique, de lutte contre la fracture numérique. Je prends le cas d'un pays, le Cameroun, qui est mon pays. Il y a la fibre optique partout, même dans mon village. On a fait des trous le long des routes. On a envoyé les fibres optiques au fin fond. Tout le triangle national camerounais est couvert de fibres optiques. C'est quoi le taux d'utilisation, le taux de pénétration numérique? Zéro. Zéro. Donc, comprenez, c'est des concepts creux. Les gens au Cameroun, la grand-mère Angel Mondouga a besoin de produire le plantain et de le vendre sur le marché de Bertois. Construisez les routes rurales. Aucun de ces programmes proposés par toutes ces puissances, ces pseudo-puissances, permettez-moi l'expression, ne prend en compte les éléments réels qui vont impulser le développement de nos États. Qu'est-ce que ma grand-mère d'Angelmondouga a assuré avec le numérique, avec la fibre optique qu'elle ne peut pas utiliser, qui passe devant sa cour? Dès lors qu'elle ne peut pas utiliser cette fibre optique, elle n'en a rien à cirer. Mais ma grand-mère Angelmondouga a besoin qu'on goudronne la route Ngelmondouga-Bertois pour qu'au bout de 4 mois, ces 200 sacs de maïs soient écoulés sur le marché de Bertois. Ou alors, soient transformés à Bertois sous forme de maïs, farine de maïs. Ou encore, que cette production soit exportée vers le Nigeria, la RDC, l'Afrique du Sud, pour créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée. Voilà ce qu'on attend. Mais quand vous regardez ce torchon qu'on est venu proposer à Nairobi, vous avez énuméré tout à l'heure les montants, les enveloppes. En quoi ces enveloppes vont servir directement les projets énoncés? Les secteurs. Oui, mais l'agriculture, regardez combien ils ont consenti à l'agriculture. Regardez combien ils ont consenti à l'agriculture. L'Afrique, c'est la plus grande réserve de terres arables au monde. 1 milliard d'euros. Et combien ils ont consacré au développement du numérique, fibre optique et autres? Alors, mais c'est ce que je dis. Vous prenez 3,65 milliards. Vous investissez sur un outil qui ne sera pas rentable à une grand-mère qui est en Ngelmondouga. Et vous prenez 1 milliard pour l'agriculture. On se moque de qui? L'Afrique, le développement de l'Afrique passe par l'agriculture. Et l'outil par lequel l'Afrique va se développer, on a consacré la plus petite portion de l'investissement à cet outil. Pourquoi? Parce que je suis désolé, les paysans européens ne viendront pas travailler dans nos plantations pour booster la production. Sinon, leurs excédents de productivité ne seront plus consommés en Afrique. Mais on vous parle de la fibre optique parce que vous ne fabriquez pas le câble. On va vous envoyer des ingénieurs qui seront payés 15 fois le prix d'un ingénieur local pour vous creuser vos routes, vos terres pour passer une fibre optique. C'est ça le problème. Il y a un déphasage. La vision de développement de l'Occident n'est pas la vision de développement de l'Afrique. Nous avons deux réalités différentes. Oui, nous voulons le développement technologique. Mais à quoi nous sert ce développement technologique si le développement économique,
Si la base du développement économique n'est pas assise, n'est pas structurée, n'est pas organisée, ce développement numérique ne nous sert à rien. Et je viens de vous prendre un exemple. Tout le territoire, le triangle national camerounais est traversé par la fibre optique. Mais le taux de pénétration numérique reste de combien aujourd'hui? Moins de 32%. Parce que les terminaux restent chers. Les terminaux restent chers. Une maman à Obala, à Monatélé, à ça, qui ne peut pas générer, produire, avoir dans son portefeuille à la fin du mois 100 000 francs, ne peut pas payer un téléphone Android de 300-400 000 pour être connecté, alors qu'il y a une fibre optique qui passe devant sa porte. Il faut d'abord résoudre les problèmes essentiels de cette maman-là. Qui signifie quoi? Permettre à cette maman, lui mettre à disposition des intrants, de booster son niveau de production, faciliter l'écoulement de ce qu'elle produit sur les marchés, et en ce moment, elle a une valeur ajoutée. Si elle vendait 10 plantains en une semaine, une fois que vous avez créé les conditions, cette maman va vendre 30, 40, 50 plantains, elle aura de quoi payer un téléphone et utiliser la fibre optique que vous voulez lui mettre à disposition. Ils sont réalistes. Les problèmes occidentaux ne sont pas nos problèmes. Donc pour moi, nos chefs d'État sont allés, en fait, Macron est venu en balade à Nairobi. Tout ce qu'il a raconté, c'est du pipeau. Les intellectuels africains que nous sommes, on ne peut plus tomber dans ces nasses. Là, vous avez affaire à Jules Ndiaye, vous n'avez pas affaire à mon grand-père. Voilà. Nous avons fait les mêmes écoles, les mêmes analyses, la même finance. Nous comprenons comment le monde aujourd'hui évolue. Nous savons que pour relancer nos économies en Afrique, on part de ce qu'on a. Et nous, en Afrique, ce qu'on a, c'est le foncier, c'est les terres arabes, c'est nos mines. Vous voyez, dans leur projet, personne n'a fait allusion à l'exploitation minière. Personne. Vous voyez un pays comme la RCA, qui sort de guerre, qui a un niveau de couverture territoriale de 70% de minerais. Hein? Vous croyez que la RCA a besoin aujourd'hui qu'on vienne lui mettre creuser son territoire pour mettre la fibre optique? La RCA a besoin qu'on l'aide à structurer son secteur et à développer son secteur minier. La RCA n'a pas besoin, vos 3,8 ou 10 ou 15 milliards d'euros que vous allez mettre dans la fibre optique ne servent à rien aux pauvres centrafricains qui croupissent dans la misère après 35 ans de guerre civile. Ça ne les aide en rien. Hein? Les dirigeants centrafricains ont besoin de nouer des partenariats avec des multinationales, avec des partenaires français, américains, russes ou japonais qui viendront développer les mines, hein, former des ingénieurs, la main-d'œuvre qui va exploiter ces mines, exporter ces mines pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la devise à la RCA. C'est ce dont nous avons besoin. Vraiment, on nous perd en conjecture avec ce débat de... Je ne veux pas avoir une expression injurieuse, oui, mais c'est un débat de chiffonnier. Parce qu'à la fin, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent. Les Africains ont compris. Les Africains savent ce qu'ils veulent pour leurs États. Je sais ce que je veux pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de se développer et je viens de vous dire en 2 minutes, la base de notre développement, ça part de ce que nous avons, de nos acquis. Voilà. Nous n'avons pas besoin de leurs milliards. Les 28 milliards, ils n'ont qu'à les garder pour eux. S'ils veulent de notre diamant, de notre or, de notre pétrole, qu'ils viennent avec ces 28 milliards acheter notre diamant et notre pétrole et notre or. Au prix que nous aurons convenu qu'ils nous arrangent. Il ne faudrait pas que demain, on dise, mais c'est nous qui vous avions donné 28 milliards hier. Bradez-nous votre pétrole, bradez-nous votre or. Non, merci. Il faut arrêter ça, c'est fini. Merci à vous, M. Diaoui. Alors, je rappelle que le président français est également revenu sur la situation sécuritaire du côté du Mali. Je pense qu'avec le concours de la réalisation, nous aurons son extrait, mais on fait un tour rapide, un dernier tour rapide de table. Jonathan, vous souhaitiez rebondir justement sur tout ce qui a été dit. Oui, je voulais juste apporter quelques estimations. Ça m'a donné le temps d'effectuer des petites recherches là. Le secteur des infrastructures routières. Vous connaissez combien l'Afrique a besoin? Seulement le corridor ouest. L'Afrique a besoin de 2000 milliards de dollars.
pour les infrastructures routières, corridor ouest, c'est-à-dire qu'on prend tout le golfe de Guinée. Oui. 2000 milliards de dollars. Vous nous apportez 23 milliards d'euros. Mettez un peu en fraction 23 milliards sur 2000. Ça ne fait même pas 1%. On est dans l'ordre de 0,0. On a l'impression que tout est mis en œuvre pour créer cette dépendance permanente. Voilà. Même pas la dépendance. En fait, ça, c'est des effets d'annonce. Oui. C'est du marketing pour vendre la France. Dire que la France est dans une démarche d'aide. Mais quelqu'un n'a même pas l'argent qui suffit rien que pour le projet des routes. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas parler si on dit, bon, la France, oui, on veut maintenant votre argent. Nous allons financer les routes, les infrastructures routières. Il faut 2000 milliards. Si tout le monde apporte 23 milliards de dollars, on ne va pas arriver. Même si tout l'Occident se réunit avec 23 milliards, on ne va pas y arriver. Donc on prend d'abord de ce côté-là que c'est une aide qui ne vous représente rien. C'est carrément zéro. Prenez le secteur agricole. Oui. Les petits exploitants agricoles, en 2025, il y a une étude qui a montré qu'ils ont besoin, en Afrique, de 200 milliards de dollars. Vous parlez de petits. Les petits exploitants agricoles, on ne va pas parler des industriels. Oui. Les petits, c'est-à-dire les mamans, comme disait tout à l'heure le président Diaoué, vous disiez que les mamans en Golmendouka, en Sa, à Batouri, partout là, en Dôme, quand vous allez là-bas, c'est 200 milliards de dollars. Si vous dites que vous voulez investir là-dedans. Je n'ai pas parlé des autres secteurs. Hein. Oui, là vous avez juste parlé de l'agriculture et justement des infrastructures. Non, on est dans les éléments essentiels. Oui, il y a la santé, effectivement, bon, si on entre dans la santé, qui est également un élément essentiel. Les besoins en matière de santé, oui. On sera encore dans l'ordre peut-être de 2000 milliards. Vous entrez dans le secteur de l'éducation. On parle de la transition énergétique. Vous savez, en fait, Macron, c'est un agent commercial. Je vous dis, c'est son rôle aujourd'hui. Il est en train de travailler là pour les grands capitaux anglais. Ces grands capitaux lui ont donné un rôle. Oui. Le grand frère patient vous a expliqué comment ça se fait. On lui a dit, bon, il y a les Arabes là, les monarchies du Golfe là, elles ont de l'argent, elles veulent investir. Bon, toi tu te mets là comme étant l'agent immobilier, l'agent comme l'intermédiaire financier qui va mettre l'offre sur la table avec la demande. Et là-dedans, tu vas gagner des perdièmes. C'est ça qui sera la rémunération de la France. Voilà. Vous voyez ça? Hier, vous aviez un chef d'entreprise. Aujourd'hui, il devient un commercial pour... Mais c'est une régression pour la France. Macron, au lieu de faire ça, il devait se concentrer à refaire de la France une puissance industrielle. Qu'il aille s'asseoir, qu'il arrête de se balader, qu'il ne soit pas distrait. Ce n'est pas son travail. C'est pas son travail, c'est comment la France va redevenir une puissance industrielle. Comment ramener, ils avaient leur entreprise là, Sagem sur la table. Comment redonner à la France ses fleurons industriels. Comment reprendre Arcelor. Voilà le travail de Macron. Ce qu'il fait là, il est en train de perdre la France à ce jeu-là. Oui. Vous voyez qu'il est là, il est en train de faire tout son cinéma. Prenez les chaînes, nous sommes en train de traiter ça parce que ça touche l'Afrique. Mais allez sur les réseaux sociaux, regardez comment BBC, ce que BBC a proposé durant ces 2 jours. BBC n'en parle pas. CNN n'en parle pas. CCTV n'en parle pas. C'est un non-événement. On considère que Macron est dans des petites balades là-bas avec Cheruto. On ne parle même pas de ça. Au niveau international, quand on entend la valeur de financement proposée par la France, ça empêche les puissances qui se respectent d'en parler. Vous pensez qu'en Russie, on va parler d'un pays qui propose 23 milliards de dollars de coopération à tout un continent? On ne peut pas parler de ça. Non. Voilà. Et puis Macron nous ridiculise. Pour sortir, Jonathan, nous sommes à la fin de l'émission. Au niveau international, quand on entendra que l'Afrique s'est réunie pour parler de coopération économique, on entendra que ce type est venu avec 23 milliards dans son sac. Mais attendez, un continent comme l'Afrique, vous voulez nous... C'est comme si vous voulez amener les autres bailleurs de fonds sur d'autres projets à nous manquer de respect. C'est-à-dire, nous dirons, mais vous là, le grand frère patient, on entend que non, patient était plutôt en train de discuter une affaire de, je prends ici il discutait 10 000 francs dans la rue. Et il entre, il commence à vous dire, mais patient, c'est pas sérieux ce que j'ai entendu là. L'Afrique s'est réunie pour accueillir Macron en grande pompe et l'écouter parler pendant 2 jours pour 23 milliards de dollars.
Mais ça, c'est du ridicule que Macron nous inflige. En fait, c'est aussi à la dimension de ce que la France est. Hier, quand il y avait le général de Gaulle, qui était le seul dirigeant de la Ve République qui était vraiment un dirigeant d'une certaine stature. C'est un criminel pour nous les Africains, mais c'est un homme d'une stature. Après le général de Gaulle, il n'y a plus eu un dirigeant français qui a une idée haute de la France. Macron, peut-être un peu Chirac, mais Macron considère la France. Je ne sais pas si Macron même a une idée de ce qu'il est en train de faire. La France ne peut pas venir proposer un partenariat de 23 milliards d'euros. C'est une chute libre. C'est comme un enfant que vous ramenez 10 de moins. Un matin, il vient avec 6, il vous dit le premier à 8. Voilà. C'est-à-dire que c'est une régression. La France est dans une régression géopolitique. La France n'a plus rien à proposer. Et pour nous, Africains, nous devons tirer des leçons. Les pays qui veulent se développer ne peuvent pas avoir comme partenaire économique la France. La France doit chercher des pays qui sont véritablement en difficulté, qui n'ont pas de ressources naturelles comme elle, actuellement, qui n'ont pas de ressources naturelles. Et bien, elle développe un partenariat avec ces pays-là, parce que la nature veut aussi qu'on s'assemble avec ceux qui nous ressemblent. Donc, que la France cherche des pays pauvres qui sont dans sa dimension et qu'elle traite avec ces pays pauvres qui n'ont pas de besoins énormes. Nous, les pays africains, nous sommes des pays riches. Nous sommes en train d'avoir des besoins colossaux et nous avons besoin de marcher avec des pays qui proposent une coopération à la hauteur de nos besoins. Merci à vous. Alors, je vous le disais, le président français n'a pas manqué de vanter le partenariat militaire français sur le continent africain. Il pointe particulièrement du doigt le cas du Mali, où la situation sécuritaire, selon lui, se serait considérablement détériorée ces dernières années. Écoutons ce petit extrait qu'on a sélectionné pour vous. À faire ou défaire les gouvernements, c'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Entre 2013 et 2020, ces soldats français tombés nombreux. Je veux dire qu'en l'espace de quelques années, on parle d'une cinquantaine dans une opération censée pourtant pacifier le Sahel de façon générale. Patient parfum d'homme que révèle justement cette sortie du président français sur le cas du Mali spécifiquement. Deuxième volet de la question, quels sont les enseignements qu'il faut, au sortir de ce sommet de Nairobi, tirer? Non, évidemment, je vous l'ai dit, c'est une espèce de séance de prestidigitation. Il essaie de fabriquer une réalité qui n'existe plus. Mais surtout, il est dans le déni. Et c'est le propre des gens qui sont dans le déni, qui refusent de voir la réalité socio-économique et politique du monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, non, le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Tout à l'heure, vous avez vu la réaction de l'Afrique quand ce même M. Macron a tenté de nous imposer ce qu'ils ont appelé les nouveaux droits de l'homme. C'est ce que Jonathan appelle les LGBT. Mais l'Afrique les a rejetés. Et ce discours de Macron ne passe surtout pas, même dans un pays qui est hors de ce qu'on peut appeler l'ancien précaré français, parce que la rue, il a eu sa réponse dans la rue de Nairobi. La rue de Nairobi a tonné par des manifestations contre la présence de M. Macron sur leur sol. Donc ça a une signification. La jeunesse africaine, comme le disais juste tout à l'heure, n'est plus du tout réceptive. Non. C'est-à-dire, elle est bien consciente des enjeux. Non, pas du tout. C'est-à-dire que les années 60, c'est passé. Elles sont derrière nous. La jeunesse africaine aujourd'hui, elle comprend très bien les enjeux et des opérations soporifiques de tenter encore de domestiquer et de lobotomiser le cerveau des décideurs africains. Aujourd'hui, c'est clair. Je vous ai dit, le centre du monde s'est déplacé. Oui.
l'Europe est en chute libre. La France, les États-Unis, l'Angleterre, tous les lobbies anglo-saxons sont en perte de vitesse. Ce qu'ils ont à faire, Oui. c'est de comprendre cette réalité. Et c'est de libérer l'Afrique en enlevant les genoux sur le cou de l'Afrique. S'ils ne le font pas, ils seront obligés de le faire. Parce que même quand nos yeux seront incapables de voir ces réalités-là, le ciel va continuer de nous murmurer la voie à suivre pour obtenir notre libération. On parle par exemple des financements, de l'appel, n'est-ce pas, des investissements au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce que la France a ne proposé? Rien. C'est pour cela que sur ce plateau, ou bien sur un des plateaux qu'on a eu à faire ensemble, d'ailleurs avec Jules, nous avons fustigé par exemple l'attitude de certains dirigeants de l'AIS. Quand vous êtes un dirigeant de l'AIS aussi puissant que par exemple le Niger, et que vous réussissez quand même la prouesse de vous brouiller avec un pays comme la Chine sur des questions salariales entre les ingénieurs chinois et les ingénieurs nigériens. On parlait des disparités. Cela signifie que vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parce que c'est un pays comme la Chine et d'autres pays qui sont dans le système des BRICS, qui sont capables d'apporter des investissements qui vont de l'ordre des milliers de milliards. On parle des investissements colossaux. De francs CFA au niveau du continent africain. Et c'est là, et en fonction justement de nos besoins. Tout à l'heure, j'ai aimé quand Jules a insisté là-dessus. Le problème, ce n'est pas de nous dire, de vous, la France, de nous dire dans quel secteur nous devons orienter les priorités de notre développement économique. Ce n'est pas sens à la France de le faire. De le faire. C'est à nous de définir nos priorités et de négocier avec, justement, les financiers qui seront prêts à nous accompagner dans des conditions de ce que Laurent Gbagbo appelle des relations win-win. Ce n'est pas la France de venir nous dire j'ai 23 milliards, mais je vais l'injecter ici, là, là et là. Peut-être que ces préoccupations ne rejoignent pas les préoccupations de l'Afrique aujourd'hui. Je sors par là. Allez-y. Est-ce que vous vous rendez compte que, malgré le taux très important de terres arables que nous avons, une bonne partie de la population africaine subsiste encore grâce, par exemple, à l'aide alimentaire qui vient de l'étranger, de la FAO, etc., et d'autres institutions. Alors que nous avons des terres qui sont capables d'avoir des productions très très importantes et nourrir complètement tout notre continent. Moi, j'ai fait dernièrement, j'étais invité par l'ENA du Tchad pour assister à une colloque qui s'est tenue au niveau de N'Djamena. J'ai fait la voie terrestre, pour une fois je n'ai pas pris l'avion, et je me suis rendu compte que malgré toutes les formes de coopération que nous avons encore avec les pays, la France, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, nos mamans continuent de faire une agriculture avec la daba, avec des bébés dans le dos, dans des espaces qui sont là, ouverts, pour une agriculture intensive qui sera capable de nourrir complètement tout le continent africain. Nous avons encore près de quelque chose comme 30% des populations de cet espace de l'Afrique centrale qui dépendent de l'aide alimentaire internationale. C'est une hérésie. Et dans ce secteur-là, M. Macron n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer d'acheter le riz qui vient de l'extérieur, les blés qui viennent de l'extérieur. Si on vous sort les chiffres par rapport à nos budgets, vous n'allez pas en revenir. Et vous savez pourquoi? Parce que le groupe des intermédiaires de ces acquisitions-là, ce sont les Français, une fois de plus. Ils comprennent très bien le système des réserves. Des réserves. Si nous réussissons, justement, je n'ai pas oublié le franc CFA, parce que là aussi, une des choses qui va tomber, qui va disparaître avec le monde multipolaire, c'est le franc CFA. Mais dire le franc CFA, c'est mettre fin aussi au système SWIFT. Parce que sans la capacité de créer de nouvelles messageries financières, si le système SWIFT y est toujours, on ne peut pas mettre fin au franc CFA. Donc, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on fasse très attention avec ces flibustiers comme M. Macron, ces hypnotiseurs comme M. Macron, qui viennent encore avec des projets qui sont déjà dépassés, avec des méthodes qui sont dépassées. Malheureusement, une fois de plus, nous avons des élites, souvent qui sont en décision, aux manettes des décisions, qui vont continuer à écouter et à croire à ces discours qui sont complètement surannés, tout simplement parce que ils ne sont pas des véritables patriotes dont nous avons besoin à la tête de nos États. Et c'est la raison pour laquelle je sors par là. Une fois de plus, je remercie le président Faustin Archange Touadéra, qui a eu le courage de montrer la voie
qu'ont suivi les dirigeants de l'AIS à l'Afrique nouvelle en leur disant voici la voie de la liberté, voici la voie de la souveraineté. Si nous voulons être nous-mêmes, si nous voulons nous-mêmes fixer notre propre cap en ce qui concerne notre développement, tout dépendra de nous et non de quelqu'un que sommet aussi vague que ce fameux sommet qui se tient en Nairobi avec des propositions qui sont de l'ordre de la moquerie que d'une véritable intention d'aider l'Afrique à pouvoir se développer. Merci à vous. Alors, votre mot de fin, M. Ndiaoui. Oh, comme mot de fin, mon frère, qu'est-ce que je vais dire? Mes frères ont tout dit. Mes frères ont tout dit. Il faut simplement retenir que Macron est devenu une girouette. Il est devenu une girouette que ses pairs occidentaux manipulent parce que bon, il faut bien amuser la galerie. Et donc, c'est celui-là qu'on utilise aujourd'hui pour amuser la galerie. Cette galerie, c'est la galerie occidentale, ce n'est pas la galerie africaine, parce que les peuples panafricanistes sont vigilants. Et ils ne se laisseront pas berner. C'est fini ça. Donc, aujourd'hui, nous observons bien que même les Kenyans ne sont pas d'accord. Même la jeunesse kenyane n'est pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui à Nairobi. Il fallait qu'il vienne, lui Macron, et qu'il constate que les 50 jeunes qui dansent autour de lui ne sont pas autant représentatifs que les 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 jeunes qui boycottent et qui marchent dans les rues de Nairobi. Donc il peut bien comprendre que même les mises en scène ne marchent plus. Voilà. Donc, vivement que l'Afrique reste éveillée dorénavant et que de telles aventures ne puissent pas prospérer. Nous allons continuer à leur laisser déployer leur stratégie, mais tout en sachant que nous connaissons déjà ce que nous voulons et où nous voulons aller, où nous allons. Donc, tout ce cinéma qui est fait à Nairobi ne bouge en rien. Ce que nous avons conçu dans notre vision panafricaniste, et nous restons fermes, nous restons déterminés. Et comme Macron, beaucoup d'autres vont s'imposer panafricanistes dans les jours à venir. Patient parfum d'homme, Jonathan Batengene, les trois invités de cette émission de Réveil panafricain sur Freedom Africa Télévision. Merci à vous, messieurs. Merci également à l'équipe technique qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette émission. On n'oublie pas l'équipe du digital ainsi que la rédaction de Freedom Africa. On se donne rendez-vous très prochainement sur votre média panafricain. Portez-vous bien.